là. Merci d'être là si nombreux. C'est incroyable de voir cette porte remplie comme ça. Alors, avant de démarrer, j'aime bien faire un peu de gymnastique, parce que vous allez être assis pendant 1 heure, pendant un peu plus, parce que je suis assez bavard, mais voilà. Un petit peu de gymnastique pour entrer dans le sujet. Alors, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de croiser les bras. Et regardez où sont vos doigts, regardez où est votre main. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Ah, c'est qui est au-dessus. Ok? Vous pouvez vous relâcher. Allez, c'est reparti. Sans croiser les bras. Alors, est-ce que c'est du même côté? En général, c'est du même côté. Voilà, c'est statistique. Okay. Vous pouvez vous relâcher. Et maintenant, on se croise les bras de l'autre côté. Ok, super, voilà, un petit peu de gym, voilà, ça fait pas mal. Alors, vous pouvez vous relâcher. Alors, pourquoi je vous ai fait faire ça? Pour 2 choses, 2 messages qui sont peut-être plus profonds que juste de la gymnastique. Le premier message, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. On fait beaucoup de choses de façon réflexe, et en fait, on ne réfléchit pas. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est qu'on peut changer. On peut changer, mais ça demande un peu de temps et des efforts. Donc, évidemment, on va parler de ça dans cette conférence. Alors, première diapo, voilà. Je vais mettre d'ailleurs tout devant ça. C'est une peinture du douanier Rousseau. C'est une entrée dans la forêt avec les artistes, mais en fait, c'est une entrée dans la forêt avec le regard d'un enfant, finalement. C'est le regard qu'on a sur la nature. C'est plutôt ça, finalement, quand on revient encore en arrière. La première fois qu'on est exposé à la nature, c'est ça, quoi. C'est les joyeux farceurs. C'est le titre de la peinture. Ce côté foisonnant, un peu imprévisible, coloré, tout ça, c'est ça qui nous attire dans la nature, qui nous interroge dans la nature. Et puis, assez rapidement, on se rend compte qu'on a fait ça. Plutôt. On a bien tout rangé, bien tout organisé, bien tout rationalisé. Et donc, en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'on est dans ce monde optimisé. C'est ça qui caractérise notre époque. Nous sommes dans l'Anthropocène, mais nous sommes surtout dans l'époque de l'optimisation. Alors, je vais définir les termes juste pour qu'on soit bien d'accord de quoi je parle là. Donc, quand je parle d'optimisation, je parle d'augmentation des performances, et quand on définit la performance comme la somme de l'efficacité et de l'efficience. Donc, efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc, quand on performe, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et quand on optimise, on atteint son objectif encore plus vite avec encore moins de moyens. Voilà. Donc c'est ce monde-là qui est rationnel. En fait, c'est une rationalité de la performance. C'est ça qui définit beaucoup de choses dans notre monde actuel. Donc, vous avez vu dans les paysages, tout le monde le voit, mais c'est vrai dans l'industrie, dans l'agriculture intensive, là c'est un élevage industriel de poules, c'est vrai dans l'urbanisme, dans l'architecture, dans beaucoup de biens, de technologies qu'on utilise, l'optimisation en algorithmique, dans le monde digital, c'est vraiment partout. Et puis alors ça va plus loin parce que maintenant, le temps s'optimise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus on ne peut plus s'ennuyer. Si on est quelque part, il faut forcément qu'il y ait un écran, qu'on soit connecté à quelque chose et qu'on soit actif quelque part. Il n'y a plus cette espèce de temps un peu lâche où vous pouvez divaguer. Non, il faut que tout soit optimisé en permanence. Et du coup, on peut se demander est-ce que c'est une bonne idée de tout optimiser comme ça en permanence? Et surtout, si on est à ce point-là obnubilé par la performance, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une forme de culte de la performance, comme ça a été dit, une sorte de secte de la performance? Je pose la question, est-ce que nous sommes dans une secte de la performance où on n'est plus capable de questionner la performance? Alors, je vais partir sur cette hypothèse-là. Est-ce que nous sommes dans un culte de la performance? Alors, si on est dans un culte de la performance, dans une secte de la performance, il y a un gourou. Ou des gourous. Alors, les gourous, c'est les plus performants, forcément. C'est dans le secte de la performance, c'est les... du coup, c'est qui? C'est les machines. Et alors, les machines, en fait, oui, pour l'instant, ça colle. On a bien une addiction aux machines. Alors, je vais vous le montrer, là, on a vu avec les téléphones portables, mais là, ça, c'est une photo que j'ai prise du Guardian il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est les voitures en ville, au Royaume-Uni. Vous voyez la taille des voitures et la taille que ça laisse aux piétons ou aux cyclistes. En fait, on fait grossir de plus en plus les voitures, mais les villes n'agrandissent pas leur route. Donc, du coup, ça prend un peu tout l'espace.
Donc on a fait le choix conscient de laisser peu de place aux piétons, aux cyclistes, et pour laisser plus de place aux voitures. Juste pour info, hein, dans une ville, 85% de l'espace public est consacré aux voitures. Et les voitures, c'est 15% des transports. Vous voyez un peu le problème. Hein. Enfin, on a quand même fait un choix conscient de laisser la place aux machines. Alors ça va. Après, on part dans des délires encore plus grands sur la performance. C'est le contrôle social, hein, évidemment, le contrôle algorithmique. Ça aussi, c'est de l'optimisation. C'est aussi de la performance. Donc ça, c'est le crédit social en Chine. Où en fait, on note la fiabilité des citoyens sur la base de leur comportement. On surveille avec des caméras augmentées aussi destinées. Donc ça, c'est en Chine, mais bon, comme je vous dis souvent, hein, c'est un algorithme, c'est une technologie qui a été inventée aux États-Unis, hein, quand même. Hein. On est bien tous d'accord. Hein. Comme je vous dis aussi, au JO de 2024 à Paris, ce sera cette technologie qu'on va utiliser aussi. Hein. Donc c'est partout, en fait, tout le monde est d'accord. Hein. On y va. Hein. C'est plus anecdotique. Quoi. Alors, dans la série du délire de la performance, on voit les effets de notre performance sur l'environnement. C'est notamment ce que j'appelle la terradéformation. Donc ça, c'est les sables bitumineux au Canada, dans l'Alberta. Donc là, on est dans une forme de délire complet, parce que là, on est vraiment en train de créer un désert sur Terre. Enfin, c'est même pire qu'un désert, hein, parce que là, on est en train de polluer les terres, en plus. Tout ça pour extraire du pétrole, qui va nous donner une certaine énergie. Et l'énergie pour extraire ce pétrole, c'est à peu près égal à celle qu'on reçoit des sables bitumineux. En fait, le retour sur investissement énergétique, il est quasi nul. Hein. Donc c'est vraiment purement une opération financière. Quoi. Il y a un tout petit delta, quoi. Mais c'est vraiment ahurissant qu'on puisse faire ça. Et alors, si on va dans le délire encore plus loin, il y a Mars. Mars, vous savez, c'est le projet notamment d'Elon Musk, hein, de coloniser Mars. Voilà, donc le mot coloniser aussi, là, c'est quand même assez chargé. Quoi. Et puis Mars, c'est une planète morte. Hein. Enfin, ça a échappé à personne. Hein. C'est une planète morte. Donc c'est un projet pour aller sur une planète morte. Enfin, le niveau de la symbolique, c'est quand même assez fort de café quand même. Hein. Alors ça c'est Mars, mais il y en a plein d'autres hein, comme ça. Hein. Mark Zuckerberg qui fait un bunker à Hawaï, c'est un tombeau. Hein. MBS en Arabie Saoudite qui construit Neom, une ville en plein désert saoudien. Hein. C'est aussi un lieu de mort. Quoi. Enfin, les projets ultra performants, en général, ce sont des projets de mort. Bon. Est-ce que ce culte de la performance, il a vraiment du sens? Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout bêtement, c'est d'atterrir. Hein. On va éviter Mars, hein. On va dire on est sur Terre. Qu'est-ce qu'on voit, quoi? Qu'est-ce qu'on observe quand on est sur Terre? Voilà, on voit ce monde-là. Là, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce soir, je vais vous emmener sur un chemin pour atterrir, pour habiter la Terre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est sur Terre? Comment on habite la Terre? Comment on vit sur Terre? Alors c'est un chemin en 4 étapes. Et donc la première étape, elle est incontournable. Il faut critiquer la performance. Je vais essayer de vous donner des armes, des arguments pour se désintoxiquer du culte de la performance. Enfin, pour moi, c'est la première étape. Hein. Si on ne fait pas ça, on pense encore que la performance est nécessairement vertueuse. Alors, le premier argument. Premier argument, il tient en 2 mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Quand on optimise, il y a quelque chose d'autre qu'on fragilise. Donc là, l'exemple typique, c'est le canal de Suez. Le canal de Suez, on l'a construit pour optimiser le transport maritime international. Les porte-conteneurs, on les a construits pour optimiser le transport maritime international. Quand on met les deux ensemble, on bloque le transport maritime international. Et d'un seul coup, on se rend compte, voilà, l'Europe se rend compte, elle se réveille, elle se dit « Ah, en fait, j'ai pris l'habitude de ce niveau de performance. Quand c'est bloqué, mes médicaments, mes principes actifs qui viennent de Chine et d'Inde, n'arrivent plus. C'est bloqué. » Et c'est des éléments vitaux, évidemment, pour une société. Donc voilà, quand on optimise, on fragilise. Hein. Donc voilà, dès que vous voyez le mot « optimiser » quelque part, vous ne vous faites pas avoir. Hein. Ça veut dire fragiliser. Hein. C'est ça que ça veut dire. Bon, premier argument. Deuxième argument, c'est les effets rebonds. Alors les effets rebonds, c'est très bien connu du monde des ingénieurs, mais c'est pas pris au sérieux en fait. En fait, on sait que ça existe, mais on prend au sérieux. Là, je prends l'exemple des avions. Les avions, donc, dans les années 60, au décollage, ça donnait ça. Oui, donc c'est
quand même assez incroyable. Hein. Vous pouvez le voir dans les films des années 60, hein, c'est vraiment ça, un décollage. Donc, beaucoup de pollution, beaucoup de particules. Hein. Donc, évidemment, on a fait beaucoup de progrès, hein, voilà, de l'efficience énergétique, ça consomme moins de kérosène. Donc, du coup, voilà, au décollage, maintenant, ça ressemble plutôt à ça. Hein. Maintenant, voilà, ça n'émet pas trop de choses. Quoi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que ces avions consomment moins de kérosène, bah, ça coûte moins cher, c'est plus attractif, et du coup, on a multiplié les avions. Et aujourd'hui, la population mondiale d'avions pollue plus que les avions des années 60. Juste parce qu'on a multiplié le nombre d'avions. Et là, je parle juste de la pollution qu'ils émettent. Hein. Évidemment, si on prend les coûts de construction, les coûts de démantèlement, là, il n'y a pas photo. C'est vraiment nettement plus que dans les années 60. Donc ça, c'est un effet rebond typique. C'est-à-dire que ça, c'est très vicieux, hein, parce qu'en fait, on a l'impression de faire de la sobriété. On fait des objets qui sont moins polluants, qui consomment moins d'énergie, et donc on a l'impression de faire la bonne chose, et au final, ça émet plus de pollution et ça consomme plus d'énergie. Donc ça c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour la lessive concentrée, je prends aussi l'exemple le nombre de fois où vous mettez un mot de passe sur votre ordinateur. Vous savez, si vous travaillez sur les écrans, hein, c'est en moyenne 20 fois par jour. Hein. 20 fois par jour. Donc l'informatique était censée nous faciliter la vie. Hein. Donc maintenant, c'est non seulement on met des mots de passe partout, mais maintenant on passe à la double authentification. Ben, ça aussi, c'est un effet rebond sur la sécurité. Donc vraiment, la performance, oui, ça fait des effets rebonds dans tous les sens. Hein. Il n'y a pas que pour l'énergie. Voilà. Effet rebond. Troisième argument, la loi de Goodhart. Donc, la loi de Goodhart, c'est ce qui est écrit là. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Tout indicateur de performance est toxique. En fait, quand vous mettez un indicateur de performance, quelque part, vous avez cristallisé un problème très complexe avec un chiffre. Et ça, c'est très attractif. On a envie de suivre le chiffre. Et du coup, voilà, l'exemple typique, c'est le sport de compétition. Là, je vous ai mis des drapeaux olympiques revisités par un artiste, en version plus pharmacologique, si vous voulez. Donc en fait, si vous êtes sportif de compétition, que vous voulez vraiment performer, vous voulez atteindre le sommet du podium, eh ben, peut-être que vous allez faire du dopage. 44% des sportifs de compétition ont une fois ou moins fait du dopage. C'est loin d'être minoritaire. Et ben, ce dopage, vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, vous êtes sportif de compétition, votre outil de travail, c'est votre corps, et vous allez vous intoxiquer pour avoir la meilleure performance. Bon, voilà, ça débloque complètement. Hein. C'est la loi de Goodhart. Alors, c'est vrai pour le sport de compétition. Alors, pour le sport de compétition, peut-être que vous avez entendu parler des Enhanced Games, des jeux augmentés. Donc, on va, c'est depuis 2023 que ça a commencé, il y a un site web, vous pouvez aller voir. On va faire des jeux sportifs de compétition où le dopage sera autorisé. Et voilà. Et c'est la loi de Goodhart, c'est normal. Hein. On y va, quoi. Là, on revient au jeu du cirque, quand même. Hein. Bon, alors ça, c'est le sport de compétition. Alors, c'est vrai pour plein d'autres choses. Hein. Je vois qu'il y a des étudiants dans la salle. Si je dis le mot bachotage, bon, on a tous fait du bachotage, hein, je pense. Mais bachoter, ça veut dire quoi? On va réaliser juste la veille des examens, on va y aller à fond. Du coup, on aura la performance, on aura son examen, mais on n'aura rien appris. Ça, c'est aussi la loi de Goodhart. Un autre exemple, qui va parler forestier, c'est Ikea. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Arte sur Ikea. Plutôt, ouais, il y a certains qui ont vu ce documentaire. Donc Ikea, indicateur de performance, c'est j'atteins la neutralité carbone en 2030. Super. Mais à quel prix? À quel prix? Déforestation massive, replantation de monocultures sans vergogne, destruction des habitats, pollution des habitats, lobbying contre les régulations forestières. Enfin, c'est de catastrophe intersidérale. C'est-à-dire qu'on va avoir la neutralité carbone avec Ikea en 2030 au prix d'une destruction de la biodiversité. C'est une guerre à la vie, quand même. Avec l'indicateur de performance qui a été cristallisé sur le carbone. Quoi. Donc voilà. Vraiment, il ne faut pas se faire avoir avec cette performance. Donc ça, c'est les trois arguments, si vous voulez, qui pourraient s'appliquer à n'importe quel type de performance. Mais c'est pas... Enfin, là, ça dit que la performance, finalement, il y a quand même des problèmes intrinsèques dans la performance. C'est trop canalisé, quoi. Mais il y a un quatrième argument. Le quatrième argument, pour moi, c'est le plus important parce que c'est celui qui va nous toucher encore plus directement et qui est en fait le plus systémique. Je vous le présente sous forme d'un petit diagramme.
Donc ça, c'est la performance, voilà, c'est la flèche qui monte. Quand on est performant, en fait, c'est un appel à la compétition. Parce qu'en fait, on se compare. Encore une fois, c'est l'histoire des indicateurs de performance. Donc la performance appelle la compétition. Alors, dans une compétition, qui gagne? Qui gagne dans une compétition? Eh bien, ce sont toujours les plus violents. Donc l'équation, elle est très claire. Quand on met le poids sur la performance, on incite à la compétition, et c'est un chemin vers la violence. Alors là, je vous le dis de façon théorique, mais en fait, il faut juste ouvrir les yeux. Le monde de la performance qu'on a créé, le culte de la performance qu'on a créé, est extrêmement violent contre les écosystèmes. Nous faisons vraiment une guerre à la vie, quoi. C'est d'ailleurs même pas une guerre. Alors, je vous montre juste les photos parce que vous connaissez bien le sujet, mais c'est même pas une guerre. Il n'y a pas de convention de Genève dans la guerre qu'on mène à la vie. Il n'y a pas de crime de guerre. Il n'y a pas l'écocide, voilà, c'est pas pour eux. Il n'y a pas une convention de Genève pour des crimes contre la nature. Du coup, on fait plutôt de la violence, c'est la nature. Et donc, en fait, c'est notre performance, notre confort, finalement, qui est payé par les écosystèmes. Et donc là, vous avez les grands sujets, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale, on peut rajouter les pénuries de ressources. Ça, c'est le produit de notre performance. Et c'est pas moi qui vous le dis, ce sont les scientifiques, c'est la communauté scientifique qui le dit. Notre performance a un coût, et ce sont les écosystèmes qui payent l'addition. Alors sur ce sujet-là, je pense que vous connaissez très bien ces sujets-là, donc je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il y a évidemment un sujet avec un enjeu très élevé. Je vais juste vous dire deux choses qui me paraissent les plus importantes sur ces sujets-là. La première chose, c'est que le climat a pris le dessus, fait écran aux autres sujets socio-écologiques. Alors en fait, on a cristallisé toute la question socio-écologique en une molécule, le CO2. Alors, juste pour la petite histoire, vous savez, le climat, la première conférence sur le climat, c'était en 1979, et on a créé le GIEC en 1988. Alors en 1988, on peut se dire, donc c'est super, voilà, il y avait une initiative pour faire le climat, pour lutter contre le climat. En 1988, qui était au pouvoir Reagan, Thatcher. Ils ne sont pas franchement écolos, Reagan et Thatcher, donc comment ça se fait que ce soit à ce moment-là? En fait, de façon un peu cynique, il me semble qu'il y avait d'autres projets à l'époque, et c'est connu. En 1988, il y avait aussi le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui proposait quelque chose de beaucoup plus ambitieux sur la question écologique. Et donc, on peut se demander si le GIEC n'a pas pris la place de cette initiative-là pour réduire la question socio-écologique à une molécule, le CO2. Un petit peu comme on avait réglé le trou de la couche d'ozone avec les gaz de CFC. Et donc, en fait, on a peut-être dévié en partie à ce moment-là. On a peut-être réduit la question climatique, la question socio-écologique à la question climatique. Alors pourquoi c'est un problème de réduire la question socio-écologique au climat? Parce qu'en fait, souvent, cette histoire de focus sur le CO2, ça fait qu'on développe des solutions qui vont réduire ce problème-là, qui vont adresser ce problème-là. Alors quand on a des solutions contre le climat, pour maintenir notre climat, c'est souvent au détriment de la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité et ça génère des pollutions. Donc en fait, les solutions contre la crise climatique ne sont pas toujours vertueuses. En général, il y a des effets collatéraux dans les autres secteurs de la crise socio-écologique. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être qu'on pourrait prendre la question un peu différemment. Et alors pour Forêt Nature, il y a un levier très clair, c'est la biodiversité. Si vous commencez par la biodiversité, ce sera positif pour la pénurie de ressources, ce sera positif pour la crise climatique et ce sera positif pour les pollutions globales. De très loin, la biodiversité, c'est le meilleur levier pour aborder la question socio-écologique. Donc là aussi, le climat l'emporte beaucoup dans les médias, mais c'est quand même la biodiversité qui est le plus systémique et qui a le plus d'impact. Et en plus, la biodiversité, vous pouvez le faire à n'importe quelle échelle. Vous avez 1 mètre carré, vous pouvez augmenter la biodiversité locale, et ça ne va rien vous coûter, c'est juste des graines, grosso modo. Donc c'est très simple à mettre en place, on peut le faire partout, à n'importe quelle échelle. Et alors si on veut le faire de façon facile, ce qu'il y a derrière la biodiversité, le levier principal, c'est l'agriculture. Et on sait quoi faire. Donc oui, en fait, c'est incroyable, on a déjà la moitié des solutions. Et bon, qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est après, c'est une autre question. Mais premier point, c'est ça. Biodiversité d'abord.
voilà, je pense qu'avec Fond Nature, on est assez alignés là-dessus. Biodiversité d'abord. Mais en fait, il y a un deuxième point qu'il faut retenir de ces rapports scientifiques sur la crise socio-écologique, c'est le mot en rouge là-haut. Le 21e siècle sera fluctuant. Le 21e siècle sera turbulent. En fait, si vous lisez les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de l'OCDE, de la CIA, du Forum économique mondial, enfin tous ces rapports scientifiques de différents secteurs, ils disent tous que le 21e siècle sera fluctuant, sera turbulent. Alors, ça, c'est la donnée principale. Enfin, pour moi, c'est presque la première chose à retenir de tous ces rapports. Tout le reste est secondaire. En fait, ce que nous disent ces rapports, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre dans un monde fluctuant. Ou si je vous le dis différemment, il est trop tard pour imaginer qu'on puisse réduire ces fluctuations de façon massive. Ce sont des forces telluriques, et donc il va bien falloir vivre avec ces fluctuations. Donc, si je vous le dis différemment, on est en train de quitter le monde de la moyenne et on est en train de rentrer dans le monde de l'écart type. Alors, en fait, ça c'était des prédictions, il y a 20 ans c'était des prédictions, aujourd'hui on est rentré dedans. Les méga-feux, les méga-inondations, ici Liège, Verviers, là, en 2021, vous avez vécu une grande fluctuation, mais c'est aussi les remous sociaux, les crises géopolitiques, tout ça se parle. Voilà. Pour moi, je ne vais pas en dire plus, mais c'est ça. La crise socio-écologique, c'est d'abord une question dynamique. C'est une question de fluctuation. Alors ça, c'est sur le plan écologique, mais en fait, quand on regarde bien, souvent on dit, oui, alors là, le niveau de l'océan va augmenter, il y a des villes qui vont devoir être évacuées, voilà. Alors ça, oui, mais en fait, non. La première chose qui va se passer, c'est les remous sociaux. Le maillon faible, là-dedans, le maillon faible, il est social. On l'oublie un peu, c'est qu'en fait, on dit souvent qu'il faut sauver la planète. Mais la planète, elle va très bien se sauver, pas de problème, elle a vécu des fluctuations bien plus importantes par le passé. Donc la planète, c'est pas un problème de géologie, quoi. Non, là, on a un conflit d'intérêt direct. C'est nous, c'est notre conflit d'intérêt avec nous. C'est est-ce qu'on peut encore habiter sur cette planète quand ça devient très très fluctuant. Du coup, là, on voit des sujets qui arrivent, inégalités, rendements sociaux et tensions géopolitiques, qui sont liés d'une façon ou d'une autre à la question des ressources et à la question socio-écologique. Alors du coup, ça, je ne fais pas plus sur le constat, parce que je pense que ce n'est pas la peine d'allonger le constat socio-écologique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est ça le bilan socio-écologique. Voilà. Ça devient plus fluctuant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le produit de notre performance, ça devient plus fluctuant. Quelles sont les solutions? Encore plus de performance. C'est quand même assez frappant. Et alors ça dit bien que là, on est vraiment complètement sous emprise de la performance. C'est vraiment, on ne trouve pas d'autres solutions. Donc là, vous avez des exemples typiques. Alors, je vais peut-être prendre l'exemple là des ampoules basse consommation. Donc, on a fait des ampoules basse consommation pour réduire la consommation énergétique. Mais dans ces ampoules, il y a du mercure. Donc, vous voyez, le truc, c'est en fait, on baisse la consommation électrique, mais on va diffuser du mercure dans les foyers, quoi. C'est quand même très maladroit. L'autre exemple, c'est les éoliennes géantes, à 260 mètres de haut, au large du Royaume-Uni. C'est grand comme des tours Eiffel, grosso modo. Alors les pales, c'est du composite, un recyclable, un réparable. On les enfouit, vous avez certainement vu ça, sous la terre. Il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales dedans. Il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de terre rare. Enfin bon, voilà, il n'y a rien d'écolo là-dedans. C'est du productivisme, ça. C'est plus de l'écologie, quoi. Il y a on peut faire des petites éoliennes qui sont écolo. Je n'ai rien contre les éoliennes. Mais des éoliennes géantes, c'est du délire performant. Pur et dur, quoi. Alors ça, c'est pour l'écologie. Et puis alors, pour le social, c'est pareil. On a les mêmes solutions. Alors je vais prendre des exemples français que je connais mieux. Mais c'est pareil, on est dans le délire de la performance de la même manière, sur le plan social. Donc là, vous avez des exemples. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire-là, mais on avait un certain Benalla qui a décidé, donc c'est un fonctionnaire, qui a décidé de prendre un brassard de policier pour jouer au CRS, pour matraquer des manifestants. Bon, ça, c'est de la milice. C'est une milice, avec l'aval de la police qui est juste à côté, quand même. Ça, c'est quand même très glissant comme geste. Ça nous rappelle les années 30, quand même. Un autre exemple, c'est Elisabeth Borne, qui est nommée Madame 49.3, parce que nous, dans la Constitution française, on a un article, donc ça c'est Michel Debré qui l'a mis dans la Constitution, 58, qui dit que en fait, quand vous voulez vraiment faire passer une loi, il peut zapper le Parlement. Voilà. Il dit,
vous me donnez confiance, ou alors voilà, on met tout, on refait des élections. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en général, le Parlement n'est pas d'accord, mais en fait, l'article 49.3 fait que la loi passe. Alors ça, c'est de l'efficacité, c'est qu'on zappe les contre-pouvoirs, on va directement à la solution. Et alors, il faut bien se rappeler notre histoire. Hein. Là, je vous renvoie à Johann Schöpflutho, hein, qui est un expert du nazisme. La République de Weimar, dans sa constitution, il y avait un article qui s'appelait l'article 48.2. C'est le même. C'est le même. Alors, bon, ça, c'est de l'efficacité qui fragilise, hein, là aussi. Et puis le dernier exemple, c'est voilà, Emmanuel Macron, bon, c'est un peu une caricature en même temps, hein, mais Emmanuel Macron, ça fait 5 ans qu'il parle d'efficacité. Pendant le Covid, il parlait de guerre, et maintenant, il parle de réarmement. Performance, compétition, violence. On y est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est transparent maintenant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu, c'est dans la sémantique. Hein. Et là, voilà, on y est. Alors du coup, ce monde de la performance, bah, il ne fait plus trop rêver hein, quand même. Hein. Une fois qu'on a fait le bilan, ça écrase nos écosystèmes, ça fait des systèmes sociaux hyper fragiles, ça crée de la violence. Franchement, est-ce que vraiment il faut s'accrocher à la performance à ce point-là? Alors du coup, il y a cette phrase d'Einstein, on attribue à Einstein, on ne sait jamais trop si c'est vraiment lui qui l'a dit. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Donc ça veut dire en fait que c'est la performance qui crée nos problèmes. Hein. Enfin, je veux dire, si vraiment on va au fond du problème, si on ne reste pas à la surface, si on va au cœur du système, c'est ce culte de la performance qui crée tous ces problèmes. Donc c'est peu probable que la performance va nous aider à trouver la solution. Enfin, si on pense ça, c'est qu'on est vraiment obstiné. Hein. C'est de la folie. Hein. C'est de la folie de penser que la performance va nous aider à résoudre un problème de performance. Alors, en tout cas, c'est possible, hein, mais c'est quand même peu probable. Alors, du coup, ce que je vous propose, moi, c'est de faire un tour sur Terre, donc vraiment, voilà, peut-être rester à la surface de la Terre et de se poser la première question que nous posent les scientifiques. Comment habiter le monde fluctuant? C'est la question qui va nous occuper au XXIe siècle et probablement au XXIIe siècle. Et bon, c'est pas après, mais en tout cas, on a un petit peu de temps devant nous, mais c'est là que c'est ça qui va nous occuper. Du coup, ça, c'est une très grande question. C'est ce que je dis souvent, hein, c'est en fait, on arrive à la fin du néolithique. Hein. Bah, c'est un moment exceptionnel, hein, ce qu'on est en train de vivre. Hein. Et qu'il y a 10 000 ans, depuis le dernier âge glaciaire, on a décidé de contrôler la nature. C'est là qu'on a inventé l'agriculture, la domestication, la sédentarisation. Donc on a voulu contrôler la nature. Et puis aujourd'hui, eh ben, la nature se réveille, quoi. En fait, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Et donc il va falloir habiter un monde en ayant perdu le contrôle. Comment habiter le monde fluctuant? Alors, grande question, grand moment d'humanité, hein, finalement. Hein, c'est vraiment un basculement fondamental de l'histoire de l'humanité. Grande question, mais la solution, elle est peut-être très simple. Alors, c'est là que c'est un peu gonflé de dire, comme ça. Mais en fait, la solution, on l'a sous les yeux. Comment habiter le monde fluctuant? Eh bien, les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, la première question à se poser, c'est comment font-ils? Comment font les êtres vivants pour habiter le monde fluctuant? Et du coup, eh ben, ça m'amène à la deuxième étape, les nouveaux récits du vivant. Alors, je parle vraiment de nouveaux récits du vivant, parce qu'il s'est passé quelque chose dans la biologie, hein, dans l'enseignement de la biologie, dans notre connaissance du vivant. Quand on écoute Darwin, ou enfin notre lecture de Darwin, on a l'impression que le vivant, c'est la survie du plus adapté. En gros, c'est une compétition pour les plus performants. Hein. Donc ça, c'est la lecture qu'on a eue de Darwin au XIXe siècle, hein, un siècle industriel. Et en fait, c'est plutôt qu'on a plaqué l'organigramme industriel sur la pensée de Darwin. Je vous invite à lire Darwin, l'origine des espèces, ça se lit très bien. Et vous allez voir que dans l'origine des espèces, Darwin, alors il dit ça, hein, la survie des plus adaptés, mais il dit aussi plein d'autres choses. Il ne dit pas que ça. Et notamment, il est obnubilé par les organes rudimentaires. Donc les organes rudimentaires, hein, pour les humains, ce serait le dernier orteil, les dents de sagesse, l'appendice, enfin, des choses qui ne servent à rien, quoi. Des organes inutiles, quoi. Pour Darwin, ce sont les leviers de l'évolution. Parce que justement, parce que c'est inutile, ce sont des laboratoires. Voilà, on va pouvoir aller dans des directions inconnues. Ben, c'est ça, les leviers de l'évolution. C'est des choses qui ne servent à rien. Si vous voulez, c'est de la recherche fondamentale. Hein.
Ouais, moi, étant chercheur, parfait, ça me va très bien d'être inutile parce que c'est le côté, justement, le levier de labo pour le futur. Bon, ben, c'est ce que nous dit Darwin. Alors, vous voyez, en fait, dans notre vision du vivant, finalement, et c'est un peu ambivalent, parce que là, du coup, alors, il y a l'histoire qui nous dit le vivant, c'est la compétition, c'est les prédateurs, c'est les proies, tout ça, et puis finalement, quand on lit Darwin, on se dit, ah ben non, finalement, il y a aussi ça. Quoi. Alors, c'est quoi, finalement, notre vision du vivant? Alors, depuis une vingtaine d'années, les biologistes, en fait, on développent de plus en plus des approches systémiques où on regarde les interactions dans les réseaux du vivant à toutes les échelles. Et en fait, on trouve de nouvelles valeurs du vivant, des nouveaux principes du vivant. Et donc, c'est cela que je voudrais vous partager. Parce que là, on est beaucoup plus proche de ce que c'est vraiment un être vivant. Alors, ça ressemble à quoi? Alors, un être vivant, la première chose, c'est un être en interaction. En fait, c'est un réseau d'interaction. Un être vivant, c'est un réseau d'interaction. Ici, là, vous avez l'exemple typique de la forêt. Un arbre dans une forêt, en fait, il a des racines, et dans ces racines, il y a plein de champignons. Plein de mycélium qui courent le long des racines. Et en fait, on se rend compte, alors là, vous avez un exemple d'un sol forestier au Japon. Les points rouges, ce sont des plantes, et les points bleus et jaunes, là, ce sont des champignons, des espèces de champignons différents. Donc vous voyez qu'une plante interagit avec un tas d'espèces de champignons différents, qui eux-mêmes interagissent avec d'autres plantes. Donc c'est tout un réseau d'interactions souterrains via des interactions plantes-champignons. Donc ça c'est juste une toute petite partie du réseau d'interaction. Hein. Il n'y a pas toutes les espèces de champignons, et il n'y a même pas toutes les bactéries. Donc vous voyez, en fait on sous-estime complètement le réseau d'interaction. Il faut vraiment penser le vivant comme un réseau d'interaction avec des milliers, des millions d'interactions. C'est ça qu'il y a chez un être vivant. Donc ça, c'est la structure des êtres vivants. Et puis, qu'est-ce qu'ils font, les êtres vivants, avec toutes ces interactions? C'est peut-être plus intéressant, la fonction, quoi. À quoi ça sert, toutes ces interactions? En fait, il y a plusieurs choses. Hein. Les êtres vivants, avec ces interactions, ils font de la circularité, ils font de la coopération, mais surtout, je voudrais insister sur une valeur fondamentale. Les êtres vivants sont robustes. Ils développent de la robustesse. La robustesse, je vais la définir, ça va bien sûr de parler de la même chose. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est à court terme. Et puis à long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Si vous voulez, la robustesse, c'est la réponse opérationnelle au monde fluctuant. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est sa définition. Quand ça fluctue, on fait de la robustesse. Bon, ça c'est ce que nous dit l'évolution. Les êtres robustes, c'est ceux qui résistent finalement, c'est ceux qui passent les millions d'années. Alors comment ils font? Voilà. Ben là, allons-y. On va aller au cœur du vivant. C'est quoi les grands principes des êtres vivants, les grandes valeurs profondes, ce qu'il y a au cœur nucléaire du vivant? Ben, c'est ce programme politique-là que vous voyez à droite. Alors allons-y. Inefficacité, donc il n'y a pas d'objectif. Donc voilà, ce que je dis toujours, le globule rouge ne veut pas devenir vert, voilà, il n'y a pas cette direction, on reste là où on est et on verra bien ce qui se passe. Darwin le disait aussi, hein, voilà, l'évolution est aveugle, hein, il n'y a pas de direction, quoi. Ça va avec. En fait, il y a une trajectoire quand vous retournez, vous voyez le chemin parcouru, mais on ne sait pas le chemin après. Donc ça, c'est inefficacité. Donc, hétérogénéité, beaucoup d'hétérogénéité. Donc l'homogénéité, ça c'est vraiment une invention humaine. Hein. La monoculture, hein, c'est pas une méthode, hein. C'est une idéologie. Hein, juste pour le préciser bien. D'accord. Voilà, l'hétérogénéité, la biodiversité, voilà, typiquement, voilà, c'est très hétérogène les êtres vivants. Beaucoup d'incertitudes. En fait, il y a beaucoup de processus qui sont aléatoires chez les êtres vivants. Ça, c'est presque une des choses qui est le plus troublant parce qu'on a quand même l'impression que c'est très reproductible, hein, les êtres vivants. Hein. Enfin, oui, les êtres vivants, deux oreilles, deux yeux, c'est quand même très reproductible tout ça. En fait, non, c'est basé sur des tas de processus qui sont très aléatoires. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique et qui n'étudie que les processus aléatoires chez le vivant. Donc, il y a plein d'exemples. Hein. L'immunité, par exemple, quand vous produisez des anticorps, c'est un processus complètement aléatoire. Quand vous faites des enfants, la partie chromosomique, c'est aléatoire. Et beaucoup d'incertitudes. Alors, il y a aussi beaucoup de lenteur, beaucoup de délais. En fait, si vous pensez au vivant dans sa partie cyclique, il y a beaucoup de cycles, hein, ça n'arrête pas ça oscille en permanence. Cycle menstruel, cycle cellulaire, cycle circadien. Le fait d'avoir des oscillations comme ça en permanence, il faut activement maintenir un délai. Si vous réduisez les délais, hein, si on voulait optimiser, voilà, on réduirait les délais, ça ferait ça, puis ça s'arrêterait, quoi. Et après, c'est l'eau tiède, hein, là, c'est la mort. Hein. Donc en fait, on maintient les oscillations pour être vivant, quoi.
c'est le battement du cœur, etc. Ça, c'est grâce à des délais, c'est grâce à des lenteurs. Autre valeur, redondance. Il y a beaucoup de doublons chez les êtres vivants. Dans les forêts, les arbres, il y a un nombre de feuilles invraisemblable. Les êtres vivants sont très redondants, ils sont structurellement très redondants. Il y a beaucoup de doublons. Vous avez plein de cellules dans votre corps, plein de globules rouges. Tout ça, c'est très redondant. Les êtres vivants ont plein de doublons. Autre valeur, l'incohérence. Alors, l'incohérence, c'est le plus dur. S'il y a bien une chose qu'on n'aime pas critiquer, c'est la cohérence. Et là, pourtant, les êtres vivants, ils sont très incohérents. Alors là, je prends juste une seconde pour ça. En fait, quand on réfléchit bien, la cohérence, c'est quelque chose qui est très positif. Et on pourrait se dire, ça ressemble à quoi le maximum de cohérence? Eh bien, c'est une dérive sectaire. C'est ça, le maximum de cohérence. Tout le monde est d'accord, avec le gourou, avec tout le monde, on ne questionne plus rien, et on y va. La cohérence, c'est d'abord excluant. C'est que c'est cohérent avec soi-même, mais ça exclut tout le reste. Donc la cohérence, c'est une belle... les théories scientifiques doivent être cohérentes, typiquement. Donc c'est ça qui est le côté positif, quoi. Mais l'injonction de cohérence est très problématique. Parce que là, ça veut dire que c'est une fabrique de l'ignorance, quand même, l'injonction de cohérence. Alors du coup, j'éditorialise, je vais revenir aux êtres vivants. Pourquoi les êtres vivants font autant d'incohérence? Et en fait, c'est parce que c'est ça qui a été sélectionné pour l'évolution. Si c'était trop cohérent, les réseaux du vivant, les réseaux métaboliques, les réseaux de neurones, en fait, la cohérence, ça fait des trajectoires exponentielles. Quand c'est très cohérent, c'est comme une dérive sectaire, finalement, ça part en exponentielle. C'est autoconviction, ça part en exponentielle, en croissance exponentielle. Et donc ça, la seule façon de réguler une croissance exponentielle, c'est avec un effondrement, une rétroaction négative brutale. Tac. Donc les êtres vivants, en fait, ils voient plutôt la croissance exponentielle comme un problème. J'aimerais bien dire ça à des économistes. Les êtres vivants, ils voient la croissance comme un problème d'abord. Et du coup, qu'est-ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution? C'est de bourrer ces réseaux d'interaction de contradictions, d'incohérences, de freins internes. En fait, les êtres vivants font des systèmes qui, au lieu de partir en exponentielle, font des oscillations. Donc ça peut commencer à partir en exponentielle, et puis il y a un frein, et hop, ça remet tout de suite. Donc ça, alors, il y en a plein partout. Alors si vous pouvez le sentir un petit peu, c'est presque intuitif. Et qu'en fait, si vous avez quelque chose qui est très cohérent, ça va devenir très rigide, comme une trajectoire très rigide, et du coup c'est très fragile. Alors que si vous avez des incohérences, ça va être souple, quoi. Ça va bouger tout le temps. L'exemple que je prends souvent, c'est le jeune conducteur. Un jeune conducteur, il a une conduite incohérente, typiquement. C'est qu'il va surréagir, donc il va surfreiner et suraccélérer. Ça, c'est très incohérent. C'est des moments où on va accélérer et freiner en même temps. Donc, c'est pas une très bonne idée quand on conduit. Pourtant, donc, quand on est dans la voiture, ça gigote, ça bouge. Les êtres vivants, ils font exactement ça. En fait, c'est des structures qui sont toujours très souples, qui sont tout le temps en train de bouger grâce à ces incohérences, parce que ça, c'est le meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures. Cette souplesse intérieure, grâce aux incohérences, c'est ça qui leur permet de résister aux fluctuations extérieures. Et puis la dernière valeur, c'est l'inachèvement. L'inachèvement, en fait, c'est tout simple. Les êtres vivants qui sont achevés, ils sont finis, et donc ils sont morts. Donc tant qu'on n'est pas mort, on est inachevé, quoi. Voilà. Donc en fait, on est en train de se régénérer, de se reconstruire, de se réparer, de se soigner, etc. Donc en fait, si je fais la liste des valeurs profondes du vivant, et vraiment, pour moi, c'est le cristal de la biologie, c'est vraiment ce qui est vraiment au cœur de la biologie, et on voit que ce ne sont que des contre-performances. Ce sont des contre-performances. Et donc, le modèle du vivant pour habiter la Terre, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de cosmétique. On ne va pas pleurnicher du plan, comme dit Frédéric Lordon. C'est pas du tout ça. On ne va pas rajouter, on ne va pas mettre en vert un modèle économique actuel. C'est un contre-modèle. C'est le contre-culte de la performance, si vous voulez. Et que les êtres vivants ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. C'est ça qui se passe. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne renforcent pas leurs points forts, ils se construisent sur leurs points faibles. Ça, c'est ce qu'on considérerait, nous, les humains, comme des points faibles. Si je vous le dis encore différemment, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. Vous voyez la nuance, Quand on s'adapte, ça veut dire qu'en fait, on a compris que le monde changeait, donc on était dans une voie étroite suicidaire, et on change de voie étroite quand on s'adapte. Donc on investit de l'argent, du temps dans une voie, dans une autre voie étroite, mais c'est toujours une voie étroite.
Donc dans un monde qui change tout le temps, ça marche toujours pas en fait. Donc il ne faut surtout pas s'adapter dans un monde fluctuant. Il faut être adaptable. Être adaptable, ça veut dire qu'on diversifie, qu'on expérimente, qu'on fait des choses un peu différentes. C'est le contraire de l'adaptation, l'adaptabilité. C'est des mots qui se ressemblent, c'est toujours le problème. Phonétiquement, ça se ressemble, c'est le contraire. Adaptation et adaptabilité. Donc ça, c'est un peu la théorie. Alors je vais quand même on va rentrer dans le sujet avec des exemples en biologie, mais avant, j'aimerais que vous perceviez vous-même votre propre contre-performance, la mienne aussi, évidemment, parce que vous êtes tous et toutes des êtres biologiques. Qu'est-ce que vous voyez comme forme sur cette image? Ouais, des spirales, j'entends. Bon, moi aussi, je vois des spirales. Alors, en fait, si vous regardez, si vous faites vraiment regarder bien, surtout à l'extérieur. À l'extérieur, est-ce que vous voyez toujours des spirales ou, en fait, ce sont des cercles. Ce ne sont que des cercles. Donc, à la périphérie, alors ceux qui sont vraiment à l'extérieur, les plus grands cercles, on voit que c'est des cercles. Mais au centre, c'est impossible de voir que c'est des cercles. Donc là, voilà, on se fait tout savoir avec ça. Donc ça, c'est une illusion d'optique. Et vous voyez, c'est pour juste vous faire toucher du doigt que ça nous dit ça, finalement, les illusions d'optique. Ça veut dire qu'on est censé être le sommet de l'évolution, et en fait, on se fait avoir avec des pixels dans le noir. Pas très malin. Voilà, on n'est pas très performant. Bon, vous allez me dire, ça va peut-être pas trop nous arranger pour faire la robustesse, mais bon, c'est pas bon, il y a peut-être des raisons quand même. Alors du coup, je vais quand même vous le démontrer avec mes deux exemples favoris, que quand on baisse en performance, on augmente en robustesse. Donc, l'exemple de la température corporelle. En fait, vous savez, on est à 37 degrés, d'ailleurs un petit peu moins que 37 degrés, d'accord, 37 degrés. Et puis, quand il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, une bactérie, un virus, notre température augmente, peut augmenter. On peut avoir la fièvre, 38, 39, 40. Alors en fait, moi, si je vais dans mon laboratoire et que je prélève les enzymes de votre corps, et que j'ai les mesures en tube à essai, je vais trouver que leur optimum d'activité, il n'est pas à 37 degrés. Il est en général à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, vous n'êtes pas au maximum de performance, vous n'êtes même pas à l'optimum de performance, vous êtes bien en dessous de l'optimum de performance. Et bien en dessous, 3 degrés de différence, pour un biologiste, c'est énorme. Vous avez un autre corps à 40 degrés. C'est qu'en fait, pour certaines enzymes, c'est un facteur 1 milliard. Il y a certaines enzymes qui ne sont même pas là à 37 degrés, qui sont là qu'à 40 degrés. Donc en fait, ce qui se passe à 37 degrés, c'est que vous avez un corps qui fonctionne de façon satisfaisante. Voilà, good enough. C'est aussi ce que disait Darwin, d'ailleurs. Pour d'autres sujets. Mais en fait, c'est ça qui est sélectionné par l'évolution. C'est les caractères satisfaisants. Donc à 37 degrés, votre corps fonctionne de façon satisfaisante. Et par contre, quand vous montez en température, alors là, vous devenez très performant. En fait, vous êtes au top de la performance à 40 degrés. Là, c'est le top, vraiment. Alors, c'est pas complètement intuitif, parce qu'en général, on est un peu claqué, mais votre corps, par contre, là, il est au top de la performance. C'est avec votre métabolisme, votre système immunitaire, c'est là qu'il est le plus performant. Et donc, vous voyez tout de suite l'idée. En fait, il y a deux idées. La première idée, c'est qu'en temps normal, vitesse de croisière, 37 degrés, notre corps, il fonctionne de façon satisfaisante, juste assez bien, pour pouvoir gérer des fluctuations, des grandes marges de manœuvre. Donc, on ne lâche pas tout, on prend énormément de marge de manœuvre au cas où il y a un pathogène, au cas où il y a une fluctuation imprévisible. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, les êtres vivants n'excluent pas la performance. Ils l'autorisent. Ils l'autorisent sur dérogation. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Et donc là, c'est un pathogène. Du coup, on peut monter à 40 degrés. Mais par contre, on ne reste pas trop longtemps à 40 degrés. C'est 3 jours. 3 jours en continu à 40 degrés, et après, c'est un burn-out moléculaire. Les protéines se dénaturent. En fait, vous les faites tourner tellement vite que du coup, elles s'épuisent, littéralement. Et donc, on ne peut pas. En fait, le temps qu'on les refasse, ça devient mortel. Donc, en fait, on revient à 37 degrés. Et donc là, vous avez les deux messages. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils gardent énormément de marge de manœuvre et ils autorisent de temps en temps de la performance. Deuxième exemple, aussi un favori, la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus le plus important sur Terre. Notre planète est bleue, le monde est vert. C'est grâce à la photosynthèse. Donc la photosynthèse, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. C'est très ancien. Photosynthèse, c'est un des processus métaboliques les plus anciens. Avant, il y avait de la vie anaérobie,
sur Terre, et puis la photosynthèse a été, on va dire, inventée il y a 3,8 milliards d'années, et depuis, c'est ça qui nourrit la plupart des écosystèmes sur Terre. Alors c'est ce qui permet, hein, quand même, il faut le dire rapidement, hein, c'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Une plante. Quand vous regardez une plante, hein, c'est du CO2 polymérisé. Enfin, c'est un peu plus que ça, mais c'est aussi ça. Alors du coup, ce truc-là, qui nourrit la quasi-totalité de la planète, hein, et notre lien au Soleil, quel est son rendement énergétique? Moins de 1%. Moins de 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Alors c'est pas génial hein, comme rendement, hein, c'est pas très élevé, quoi. C'est vraiment très faible. Hein. C'est pas zéro hein, quand même, hein. Il y a un peu de rendement, mais c'est très très faible. Hein. C'est un gâchis énorme d'énergie. Alors il y a quelque chose qui doit peut-être vous surprendre, c'est que, en fait, ou pas vous surprendre en fait, les plantes sont vertes. Si on voulait que les plantes accueillent ou absorbent toute la lumière du soleil, il faudrait qu'elles soient noires. C'est noir hein, qui absorbe les panneaux solaires, ils sont noirs. Hein. Ils sont pas verts. Hein. Donc ils sont noirs parce que c'est le noir qui absorbe tous les rayons du soleil. Alors, en fait, les plantes sont vertes. Alors déjà, là, il y a un gâchis énorme d'énergie lumineuse. Hein. Ça veut dire que si les plantes sont vertes, hein, si vous faites un peu de photobiologie, hein, tout ça, ou de photonique, alors, en fait, si les plantes sont vertes, ça veut dire qu'elles absorbent les extrêmes de l'arc-en-ciel, le bleu et le rouge. Quoi. Et tout ce qui est au milieu de l'arc-en-ciel, elles le reflètent comme un miroir. Donc c'est pour ça qu'elles sont vertes. Alors là, il y a un énorme gâchis déjà juste là. Quoi, hein. C'est pas la bonne couleur. Quoi, hein. Si on voulait que les plantes absorbent toute la lumière, il faudrait qu'elles soient noires. Hein. Il n'y a pas photo. Alors, du coup, pourquoi les plantes sont-elles vertes? Ça revient à ça comme question. Aujourd'hui, on le sait, c'est de la physique quantique, hein, et je vais vous la faire en version de biologiste, parce que je ne pourrais pas aller très loin dans l'explication. Mais ça a été démontré, c'est qu'en fait, si on veut que la photosynthèse soit très 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 performante, il faudrait que les photons, donc les particules de lumière, tombent de façon très régulière. Hein. Si vous avez vu les temps modernes de Charlie Chaplin, c'est vraiment tout ça, avec les photons arrivent et qu'on enchaîne ça comme dans une chaîne de montage. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Quoi. La lumière, ça fluctue. Il y a un nuage qui passe, l'angle de la lumière change, la température change. Elle ne s'arrête pas de fluctuer dans tous les sens. Les cellules elles-mêmes fluctuent. Quoi. Les cellules se divisent, les protéines se polymérisent, se dépolymérisent, donc ça fluctue dans tous les sens. Quoi. Comment faire de la photosynthèse dans un monde fluctuant? Les physiciens nous disent qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu. Et il faut que les deux pics d'absorption soient éloignés l'un de l'autre pour autoriser la gestion des fluctuations. Alors si je vous le dis différemment, la question c'était pourquoi les plantes sont-elles vertes? La réponse, pour gérer les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. Et ça fait 3,8 milliards d'années que ça dure. Donc là quand même on a une leçon. Donc en fait ce truc-là, voilà, le vivant gâche énormément de ressources, en fait il n'est pas du tout économe, hein, il n'est pas du tout sobre. Hein. Parfois on entend que le vivant il optimise, il est sobre et économe. Non, pas du tout. Hein. Il y a 99% de gâchis en énergie. Et si on descend la chaîne alimentaire, c'est pas mieux. Hein. Les herbivores ils gâchent 90% de l'énergie qu'ils consomment, les carnivores gâchent 90% de l'énergie qu'ils consomment. Donc c'est vraiment un carnage de ressources, hein, la chaîne alimentaire. Hein. C'est pas du tout la sobriété. Hein. Pas du tout. Hein. Mais par contre, les fluctuations d'abord. Voilà. C'est d'abord gérer les fluctuations. C'est ça que font les êtres humains. Se construisent sur les fluctuations. Alors, je peux vous donner des tas d'autres exemples. Hein. Peut-être je peux juste vous donner un petit dernier exemple. Hein. C'est l'hibernation, par exemple. Hein. En fait, quand l'hiver arrive, de nombreux animaux qui hibernent. On pourrait penser que la solution performante, ce serait de se réchauffer, d'avoir une doudoune chauffante, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ce que font les animaux. Beaucoup d'animaux hibernent. Et les bactéries font pareil. Hein. Les bactéries, si vous leur mettez beaucoup d'antibiotiques, pendant très longtemps, on a pensé qu'elles allaient faire des toxines, qu'elles allaient faire une course aux armements, hein, voilà, des armes nucléaires contre des armes nucléaires. Non, elles dorment aussi. Hein. Les bactéries, vous leur donnez des antibiotiques, elles dorment. Hein. Et c'est comme ça qu'elles résistent aux antibiotiques. En fait, elles laissent passer la vague et hop, elles se réveillent. C'est ce que j'appelle la stratégie casse-ton à gaffe, et ça marche très très bien. Alors ça, c'est la version sous-optimale. Voilà, on ne fait pas de performance, mais on est robuste, on gère les fluctuations. Alors du coup, si je sors de la biologie, ça va nous aider à habiter le monde fluctuant. C'était quand même la question de départ. Comment habiter le monde fluctuant? Les êtres vivants nous disent qu'il faut aller contre la performance pour développer sa robustesse. Parce que la robustesse, c'est la réponse opérationnelle au monde fluctuant. Alors du coup, essayons de décliner ça dans le monde social. À quoi ça ressemblerait? Donc là, vous avez une courbe qui résume, de façon beaucoup trop simpliste, évidemment, le progrès de l'humanité.
C'est vrai que c'est quand même gonflé de le résumer avec une courbe en cloche. Hein. C'est le progrès de l'humanité. Alors du coup, le progrès de l'humanité, depuis 10 000 ans, hein, pour dire depuis le néolithique, depuis le dernier âge glaciaire, ça a été plutôt des incréments de performance. On a rendu les procédés, les collectifs, les individus, les technologies de plus en plus performantes, de plus en plus efficaces, de plus en plus efficientes. Et ces gains de performance, aujourd'hui, on voit qu'ils deviennent toxiques. Ils sont en train de tuer notre habitat. Ils sont en train de menacer la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc c'est assez clair qu'on ne va pas continuer sur cette flèche-là du progrès. Le futur du progrès, ce ne sera pas des incréments de performance. En fait, c'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Donc, du coup, c'est quoi le futur du progrès? C'est tout simple. Il faut changer d'axe. C'est aussi bête que ça. Le futur du progrès, ce sera des incréments de robustesse. On va augmenter la robustesse. On n'aura pas le choix. Le monde va devenir de plus en plus fluctuant, donc nous, les sociétés humaines, on devra devenir de plus en plus robustes. C'est thermodynamique. Hein. Quand ça fluctue, on fait de la robustesse. Alors, vous allez me dire, ok, pourquoi pas, hein, c'est une proposition basée sur le récit du vivant, hein, si vous voulez. Est-ce que c'est pas un peu utopique quand même? Parce que les clients, ils veulent des objets pas chers et tout de suite, hein, ça c'est la performance. Les électeurs, ils veulent de l'efficacité politique, les citoyens veulent de l'efficacité politique, les actionnaires, ils veulent de la performance financière. Donc en fait, tout le monde veut de la performance, là. On est toujours quand même dans ce culte de la performance. Est-ce que c'est vraiment crédible qu'on puisse comme ça basculer, comme ça, 10 000 ans, hein, basculer de la performance à la robustesse? Alors là, on peut prendre une nouvelle analogie du vivant pour voir comment ça peut se passer, ça. Et c'est les nuées d'oiseaux. Donc les nuées d'oiseaux, hein, les nuées des tourneaux, hein, par exemple. Hein. En fait, c'est très joli, hein, ça c'est très beau. Hein, c'est des grands nuages d'oiseaux là, qui tournent à droite, à gauche, là, des grosses masses comme ça d'oiseaux. Hein. Alors pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'en fait, les nuées d'oiseaux, en fait, ils se coordonnent. D'un seul coup, ils tournent à droite, d'un seul coup, ils tournent à gauche. Et on peut se demander qui décide. Qui décide de tourner à droite ou à gauche? Eh bien, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe. Toujours, parce que ce sont eux qui sont sensibles aux fluctuations du monde. C'est eux qui voient le monde, c'est eux qui ont une relation au monde. Les oiseaux au cœur du système ne voient que les oiseaux voisins. Et donc, ils n'ont pas vraiment de relation au monde, ils ont juste une relation avec leurs voisins. Alors, pourquoi je vous prends cette analogie-là? Parce que ça permet de comprendre comment un système bascule. Un système bascule toujours par les marges. Toujours par les marges. C'est très bien démontré dans l'histoire, hein, notamment. Et là, voilà, un système biologique, vous avez un exemple où en fait, on voit que les systèmes basculent toujours par les marges. Que ce soit un système social, un système physique, un système biologique, ça bascule toujours par les marges. Et donc ça veut dire que si on est en train de basculer, ou si on va basculer de la performance à la robustesse, il faut regarder ce qui se passe aux marges. Ou si vous voulez savoir où va le monde, il faut regarder les marges. Parce que c'est dans les marges que les citoyens, les collectifs, sont exposés le plus aux fluctuations. Et donc le monde robuste qui vient, on doit le voir dans les marges. Et du coup, c'est peut-être là qu'on va trouver des recettes du basculement. Et du coup, c'est la troisième étape. On va s'inspirer de ce qui se passe aux marges. Est-ce que par hasard, le basculement n'a pas déjà eu lieu? C'est ça que je vous posais comme question. Est-ce qu'en fait, cette utopie de la performance à la robustesse, en fait, est-ce que c'est pas, on l'a pas déjà fait en fait? Est-ce qu'on n'a pas déjà basculé de la performance à la robustesse? Alors, si je vous pose la question, évidemment, c'est que la réponse, c'est oui. On a déjà basculé. Alors, exemple, l'agriculture. L'agriculture intensive, c'est une agriculture de la performance. En gros, c'est très simple. Hein, on utilise de l'irrigation, des pesticides, des engrais. Et comme ça, on met la meilleure espèce en champ, et comme ça, on a les rendements en grains qui sont les meilleurs. Quoi. Ça, c'est l'agriculture de la performance, avec toutes ces externalités négatives, pollution des nappes phréatiques, désertification des sols, suicide des paysans, etc. Voilà. Il y a toute la collection. Alors du coup, aliénation aussi des paysans, voilà, toute une liste.
un catalogue. Donc ça, c'est la version performante. Et en fait, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans les marges? Donc les petits paysans en général, les petites parcelles, ceux qui sont soumis à des grosses fluctuations, à des sécheresses, au prix du pétrole, à des contraintes économiques diverses et variées, ben, ces paysans, très souvent, ils basculent vers l'agroécologie, dans toute sa diversité. Hein. Permaculture, agroforesterie, jardin créole dans les Caraïbes. En fait, tous ces projets-là, ce sont des projets qui sont aux marges de l'agriculture intensive et c'est de l'agroécologie. Alors l'agroécologie, c'est l'exemple typique de la version robuste de l'agriculture. En fait, ce qui se passe, donc là je prends l'exemple des mélanges variétaux. Hein. Là vous avez une photo d'un mélange variétal de blé. Donc dans un mélange variétal de blé, vous avez dans un champ, au lieu de semer la meilleure variété de blé, vous semez 20 variétés de blé en mélange. Donc du coup, le rendement en grain va être plus faible que si vous avez mis la meilleure variété de blé, évidemment, parce qu'il y a un mélange. Mais si, en fait, si vous avez 20 variétés de blé, et ben là, du coup, vous avez la robustesse. Parce que s'il y a une des 20 variétés qui était sensible à un virus, vous en avez 19 autres qui sont résistantes. Donc vous avez une stabilité des rendements. C'est une valeur assurantielle. Ça, c'est la robustesse. Et puis, il y a d'autres aspects, c'est qu'en fait, si vous avez des pieds de blé différents génétiquement, et ben, ils vont communiquer, ils vont se parler, en fait. Ils ont des choses à se dire, si vous voulez, c'est pas homogène, quoi. Vu que c'est hétérogène, ils vont échanger des nutriments, ils vont échanger des signaux, voilà, des molécules. Et ce champ de blé en mélange variétal, il devient plus résistant à la sécheresse et plus résistant aux pathogènes. Uniquement parce que vous avez augmenté la biodiversité cultivée. C'est pas magique, hein, c'est systémique. Ça marche parce qu'il y a des interactions. Et ben ça, ce mode d'agriculture, hein, donc juste les mélanges variétaux, mais c'est le niveau 1 hein, de l'agroécologie, hein, c'est tout simple. Hein. Ben ça vous rend vos parcelles plus autonomes, vos paysans aussi plus autonomes. Donc c'est une forme de robustesse socio-économique et écologique. Et alors ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est démontré hein, scientifiquement, il n'y a plus de questions hein, là-dessus, hein. On sait que ça marche. En unité expérimentale, ça a été démontré plein de fois, enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on le sait ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ça a basculé dans le monde social. En France, en 2010, les surfaces de béton en mélange variétal, c'était 5% des surfaces cultivées. Très faible. En 2020, dans l'Hérault, hein, vers Montpellier, là, dans le sud, hein, dans les zones où il y a de la sécheresse, c'est 40%. 40%. Ça a basculé entre 2010 et 2020. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que l'agriculture intensive, ça dépend d'un pétrole pas cher, de tas de technologies en fait, qu'on ne va pas pouvoir maintenir comme ça très longtemps. Et tant mieux. Donc en fait, ça c'est plutôt réjouissant. En fait, on est en train de basculer vers l'agroécologie. Et c'est même le cœur du système qui commence à être touché. Hein. Vous savez, il y a 5 grands semenciers dans le monde, gros facteur de fragilité hein, d'ailleurs pour l'alimentation mondiale. Et en fait, il y en a plusieurs, mais il y a surtout un, KWS, hein, qui aujourd'hui vend des mélanges variétaux. Pendant des années, ils ont refusé de vendre des mélanges variétaux parce qu'évidemment, c'était leur modèle, hein, de vendre que des monocultures, des monovariétés. Ils commencent à vendre des mélanges variétaux. Et là, en fait, vous voyez, c'est comme dans la nuée d'oiseaux, le cœur du système commence à être contaminé. Ben, ça, c'est plutôt réjouissant. Alors, du coup, alors vous allez me dire, il y a quand même en ce moment, alors, il y a beaucoup d'agriculteurs, hein, il y a beaucoup de freins, de huile. Ça, c'est des oscillations assez normales, hein, il y a de la résistance. Mais ça, les frictions, c'est plutôt bon signe. Hein, ça veut dire qu'on est en train de basculer. Hein. C'est qu'en fait, le système il est en train de se recaler. Quoi. Et la trajectoire, elle est très simple. Hein. De toute façon, ce sera l'agroécologie. Hein. Il n'y a que les très grandes parcelles qui sont tenues par des millionnaires qui gardent encore la main sur l'agriculture intensive. Mais ça devient de plus en plus minoritaire. En termes de nombre d'agriculteurs, c'est plutôt minoritaire. Ce qui domine dans le monde, c'est l'agriculture familiale. Hein, quand même. On l'oublie un peu, hein, mais c'est ça qui domine. Alors du coup, cette bascule vers la robustesse dans le monde agricole, en fait, c'est très profond. Hein. C'est pas cosmétique. C'est pas une transition. Hein. Parfois, on parle de transition écologique, de transition énergétique. C'est pas une transition. C'est même pas une bifurcation. Hein. C'est une inversion. C'est une inversion. On va faire le contraire de ce qu'on faisait avant. Et donc, pour l'agriculture, c'est une évidence. Dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Et bien dans le monde de la robustesse, on va faire l'inverse. On va se demander comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est-à-dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, il ne fait pas que du rendement en grain. Il fait aussi de la biomasse, il maintient aussi l'hygrométrie de ses sols, il maintient les services écosystémiques de ses cultures, il maintient des insectes auxiliaires. S'il a des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. En fait, c'est le monde de la richesse des interactions. Hein. Le monde de la robustesse, c'est vraiment un monde qui fait envie, à mon avis. Hein. C'est le monde de la richesse des interactions.
Le monde de la performance, par définition, c'est le monde de la pauvreté des interactions. C'est un monde qui est très canalisé, très optimisé, une seule voie, une seule solution. C'est très pauvre. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Je vais le redire. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Donc ça, pour l'agriculture, ça se voit. Alors, on n'y est pas encore. Hein. C'est en train de basculer. Mais le chemin, il est là. Hein. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est quasi thermodynamique. On n'a pas le choix. Il faut juste imaginer que l'année prochaine, le pétrole coûte 50% plus cher. À mon avis, ça suffirait. Bah déjà, il y a plein d'exploitations d'agriculture intensive qui ne peuvent plus continuer. Elles vont forcément aller vers des stratégies d'autonomie locale, et donc c'est de l'agroécologie, basée sur la biodiversité cultivée. Donc ça, c'est l'exemple de l'agriculture. Alors, il y a d'autres exemples, il n'y a pas que l'agriculture qui a basculé. Hein. Alors là, je vais vous donner un autre exemple, c'est sur l'énergie et les biens de consommation. En fait, ce qu'on entend souvent, c'est l'idée de décarboner l'économie. Décarboner l'économie. Alors moi, j'aime bien passer un peu de temps sur la sémantique, hein, sur les mots, quoi. Le sens des mots. Décarboner l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on décarbone l'économie? Ben, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le pétrole par des métaux. Je vous renvoie à des vidéos d'Aurore Stéphane, par exemple, hein, Systex, qui en parle très bien. Et ben, en fait, quand on fait ça, on a juste déplacé le problème. En fait, on a évacué une pollution en carbone, CO2, quoi, et on est en train de déverser le tableau périodique des éléments dans les rivières et dans les océans. Vous savez que l'activité minière, hein, pour extraire des métaux, hein, en général, les métaux d'intérêt, ils sont très peu concentrés dans la roche. Il n'y a pas que les terres rares qui sont rares. Hein. La plupart des métaux sont rares. Et du coup, on prend le caillou, on le broie, on fait de la farine, hein, très fine, on prend le 1% de métal d'intérêt, en général c'est moins de 1% de métal d'intérêt, et les 99% restants, on les jette. C'est les boues quoi, qui sont sortis des mines. Et ben dans ces boues, qu'est-ce qu'on trouve? Des métaux lourds, de l'arsenic, enfin, toute une collection d'éléments qui étaient bien gentiment vitrifiés dans le caillou avant, et là qui sont libres, hein, c'est de la farine, donc il y a de l'eau, ça tombe, ça va dans l'eau, dans les rivières et dans les océans. Quoi. Donc on est en train de transformer une pollution CO2 par une autre pollution multiforme. Quoi. Donc en fait, voilà, encore une fois, c'est très maladroit. Alors du coup, plutôt que de décarboner l'économie, il faudrait plutôt dire décombustionner l'économie. Il faut être précis quoi, sur les termes. Décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Il faut arrêter de brûler du bois, il faut arrêter de brûler du pétrole, il faut arrêter de brûler du charbon, il faut arrêter de brûler des biocarburants. Il faut décombustionner l'économie. Mais par contre, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faudrait plutôt recarboner l'économie. Je vous explique, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de ne plus utiliser le pétrole et de ne plus utiliser le métaux. Donc en fait, qu'est-ce qui nous reste comme matière massive et renouvelable sur Terre? Ben, c'est la biomasse. Et ben, c'est une base carbone. Donc il faudrait plutôt penser à remplacer nos métaux, nos pétroles, enfin tout ce qu'on a, notre plastique, quoi, par des molécules carbonées biodégradables, circulaires. C'est ce qu'on appelle la bioéconomie circulaire. Alors, c'est tout à fait utopique, là, pour le coup, hein, parce qu'on n'a pas toutes les technologies sous la main, mais on commence à avoir des choses. Alors là, je vous donne un exemple, alors, qui est un peu caricatural, mais qui permet d'illustrer. Donc là, vous avez l'exemple du monde du métal d'avant, hein, la batterie au lithium. Vous savez que le lithium, hein, c'est une mine de lithium, voilà, des pollutions locales. Il y a du cobalt aussi, hein, qui vient des mines du Congo. C'est miné par des enfants esclaves, tout ça. Enfin, donc c'est voilà, le bilan écologique, socio-écologique de la batterie au lithium, c'est pas terrible. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on veut recarboner l'économie? C'est notamment une boîte en Suède qui fait des batteries à base de lignine. Donc si vous voyez un morceau de bois, j'imagine que pour forêt nature c'est assez clair, donc un morceau de bois, si vous voulez faire du papier avec, vous prenez votre bois, vous extrayez la cellulose et vous faites du papier. Et le déchet, le reliquat, en général, on le jette. Dans ce reliquat, c'est bourré de lignine. Du bois, grosso modo, c'est de la cellulose et de la lignine, hein, pour le dire simplement. Avec cette lignine, vous pouvez faire des films, et ces films de lignine stockent l'électricité. C'est comme des films Kodak, hein, si vous voulez. Ça stocke l'électricité. Et du coup, là, on a fait des batteries entièrement biodégradables. Alors, par contre, c'est moins performant. Hein. Tout de suite, je veux dire, c'est plus robuste hein, d'un point de vue socio-écologique, hein, ça c'est évident, hein, c'est produit localement, c'est entièrement biodégradable, les champignons vont manger votre bactérie, hein, pas votre batterie dans votre jardin, hein, si vous l'achetez. Ouais. Mais par contre, ouais, c'est moins performant parce que c'est des batteries beaucoup plus grosses. Quoi. On ne peut pas les mettre sur une voiture, hein, c'est beaucoup trop gros. Hein. Mais par contre, pour l'immobilier, pour des petits objets, c'est tout à fait possible. Quoi.
Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple du monde recarboné qui vient, quoi. En fait, on va essayer de remplacer nos métaux, notre pétrole, par des molécules biosourcées. Je peux vous donner un autre exemple qu'on a dans mon labo, là, c'est avec un physicien qui s'appelle Thomas Delou. Alors, il travaille sur l'oignon. Vous voyez un oignon de marché, quoi. Vous ouvrez votre oignon et puis dedans, il y a une petite membrane. Cette membrane, en fait, c'est un épiderme. C'est juste une monocouche cellulaire. Si vous prenez cette petite membrane d'oignon, cet épiderme d'oignon, et vous le mettez dans un microscope particulier, vous allez vous rendre compte que cet épiderme d'oignon a des propriétés phononiques. Phononiques. Donc ça veut dire que en fait, ça absorbe certaines ondes acoustiques. Et bien, dans vos smartphones, actuellement, là, il y a des terres rares dont la fonction, c'est de faire ça. C'est d'absorber certaines ondes acoustiques. Alors, je vous la fais courte, hein. Ça ne va pas encore sentir le limon dans vos smartphones, c'est encore un petit peu, mais c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'on ne va pas, le monde recarboner, la bioéconomie circulaire, c'est ça l'idée. C'est d'utiliser des molécules biosourcées, des structures biosourcées pour remplacer les métaux et le pétrole. Et là, ça y est, ça devient circulaire. Si vous voulez, de toutes les sphères qui sont sur Terre, la lithosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère, la seule sphère qui ne cycle pas, c'est la technosphère. Toutes nos technologies, quoi. C'est la seule sphère qui accumule des déchets. Ben, il va bien falloir un jour que ce soit circulaire, ça aussi. Et du coup, ça sera basé sur du carbone. Alors du coup, là, je vais juste donner quelques exemples. Il y en a d'autres, hein. Peut-être un autre exemple, hein, c'est stocker les données numériques dans l'ADN. Vous connaissez cette histoire-là, hein. On stocke les données numériques sur des supports pétrole et métaux, avec un code binaire 0,1. Et donc ça coûte beaucoup de ressources. Les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau aussi pour refroidir. Ben, en fait, on peut très bien imaginer stocker les données numériques dans de l'ADN. L'ADN, c'est un code à 4 lettres, AGCT, et avec 1 kg d'ADN, vous stockez toutes les données numériques de l'humanité. 1 kg d'ADN. Parce que c'est un code à 4 lettres. Il y a 2 exponentiels, donc ça va beaucoup plus vite. Et en plus, vous pouvez le stocker sur un morceau de papier. Hein. Donc stockage froid. Bon, donc ça c'est quand même pas mal. Alors pourquoi on ne le fait pas déjà? Alors le petit problème c'est retrouver ces données. Ça, voilà, si vous avez un document Word et que vous voulez le retrouver dans votre ADN, ça va être compliqué, mais de l'archivage longue durée, ça on sait faire, hein, et on peut le faire tout de suite. Je ne vais pas vous faire la liste après, mais le monde recarboné, il vient quand même. Alors du coup, je reviens sur mon histoire d'inversion, parce qu'en fait, quand on pense le monde recarboné, comme ça, la bioéconomie circulaire, donc c'est évidemment robuste, hein, c'est local. Alors ça, quand même, je ne l'ai pas dit, mais évidemment que ça demande il y a du juridique là-dedans, hein, c'est qu'on ne va pas s'amuser à planter des forêts pour faire de la peinture ou je ne sais pas quoi. Hein. Évidemment qu'on va d'abord préserver les services écosystémiques, ensuite les aliments, et dans ce qui nous restera, on fera des biomatériaux. Hein. Voilà, évidemment. Mais alors du coup, c'est une inversion. C'est-à-dire que dans le monde de la performance, on utilisait de la matière pour gagner du temps. C'est brûler du kérosène pour prendre l'avion. C'est brûler des métaux ou de l'énergie pour télécharger un film. Voilà, on utilise de la matière pour gagner du temps. Et bien, dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On utilise le temps pour préserver la matière. Il va falloir laisser pousser les plantes, laisser pousser les bactéries, laisser pousser les champignons. C'est le temps qui va être notre ressource. Et donc ça change quand même pas mal de choses. Et là, du coup, on sera vraiment circulaire. Et donc ça, c'est vraiment robuste. Là, c'est ad vitam aeternam. On peut vraiment y aller. C'est des ressources renouvelables pour l'infini. Je vous prends un troisième exemple. Troisième exemple qui est beaucoup plus facile à voir, parce que là, pour le coup, on a vraiment basculé. C'est le tout réparable. Le tout réparable. En fait, dans le monde de la performance, on adore le tout jetable. Évidemment, l'obsolescence programmée, ça, c'est génial dans le monde de la performance, hein, parce que du coup, ça fait des gains économiques. Mais en fait, dans le monde de la robustesse, on passe du tout jetable au tout réparable. Et alors, le tout réparable, hein, avant, on ne parlait même pas de tout réparable. Hein, on parlait d'ateliers de réparation de vélos. Quoi. Comme s'il n'y avait que les vélos qu'on pouvait réparer. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question du tout réparable. C'est évidemment l'avenir. Quand les ressources deviennent rares, quand il y a des pénuries chroniques de ressources, quand le monde devient instable sur le plan social, géopolitique, on répare. On répare. Parce que du coup, c'est beaucoup plus circulaire, on a des liens avec les clients, il y a des forums de clients, il y a des ateliers de réparation, c'est beaucoup plus vertueux. Quoi. De nouveau, c'est la richesse des interactions. Hein. C'est complètement bien. Donc là, vous avez des exemples. Hein. Ryanair, là, c'est une boîte qui fait des pulls garantis à vie, réparables à vie. Vous pouvez renvoyer votre pull, il n'y a rien.
les jeans, voilà, il y a les vélos partagés, les voitures partagées. Hein. Ça, c'est aussi ça, c'est une évolution. On va très bien. Hein. Dans les années 80, quand on était jeune, être libre, c'était avoir sa voiture. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas avoir leur voiture parce que c'est une charge. C'est une charge. Ça coûte cher, il faut un parking, voilà, il y a l'entretien, garagiste, tout ça, contrôle technique. C'est lourd, quoi. Bah, voilà, partager une voiture, on la loue si on en a besoin. Voilà. Bah, en fait, le tout réparable, en fait, c'est aussi, c'est main dans la main avec la bascule de l'économie propriétaire vers l'économie de la fonctionnalité, l'économie de partage. Bah, ça aussi, c'est beaucoup plus robuste, évidemment. D'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, ça tique toutes les bonnes cases. Bah, l'avènement de l'économie de la fonctionnalité, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant que ça se passe. On est en train de vivre ce basculement-là. Mais ça va très vite. Hein. Je pense que vous le sentez. Hein. Il y a 20 ans, je ne vous aurais pas tenu ce discours-là. Hein. Aujourd'hui, c'est très clair. Hein. On le voit partout. Hein. Et je rencontre beaucoup d'entreprises et je peux vous dire que tout le monde en parle. Hein. C'est parce qu'ils font face à des pénuries de ressources. Hein. Là aussi, c'est un dynamique. Hein. Quand on fait face à des pénuries de ressources, on fait du tout réparable. Hein. Je vais vous donner un exemple bien caricatural. Hein. Imaginez que la Chine envahisse Taïwan dans un mois. Bon, c'est complètement ahurissant comme hypothèse, mais voilà. On va imaginer que se passe ça. Ben, dans un mois, la Chine ferme ses frontières. Toutes les entreprises qui dépendent de l'import de biens chinois doivent basculer du jour au lendemain de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. Et donc, leur métier va changer. C'est plus de fabriquer des biens, de revendre des biens, c'est de les réparer, c'est de faire des formations, d'animer des forums, enfin ça n'a rien à voir. Mais c'est la bascule de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. Alors ça, c'est assez réjouissant, et alors ça change aussi des métiers, et notamment le métier d'ingénieur. Vous savez, le mot ingénieur, il est intéressant parce que c'est un mot de la Renaissance, en fait, qui veut dire celui qui construit des engins de guerre. En gros, un ingénieur, c'est celui qui fait des catapultes et qui fait des fortifications. Hein. C'est ça qu'on demande des ingénieurs. Alors, c'est pas innocent hein, que l'ingénieur soit le roi du pétrole dans le monde de la performance. Hein, parce qu'en fait, il y a toujours ce lien, voilà, performance, compétition, violence. Et bien, du coup, dans le monde de la performance, ce qu'on demandait aux ingénieurs, c'est de faire de la performance. Hein. C'est tout bêtement. Hein. Et donc, du coup, voilà, il y a des délégations techniques distantes. Pour s'en convaincre, hein, personne ici n'est capable de réparer son smartphone. Quoi. Donc, nous sommes tous victimes d'une délégation technique distante. Donc ça, c'est le monde de la performance. Et bien, dans le monde de la robustesse, les ingénieurs, ils ont exactement les mêmes savoirs. Hein. C'est les mêmes maths, les mêmes physiques, les mêmes sciences sociales, les mêmes sciences humaines, c'est tout. Voilà, c'est les mêmes sciences, mais c'est le sens des technologies qui a changé. Ce qu'on va demander aux ingénieurs dans le monde de la robustesse, ce n'est pas de développer les technologies les plus performantes, c'est de développer de la technodiversité. Il ne faut pas ajouter à l'effondrement de la biodiversité l'effondrement de la technodiversité. Il ne faut quand même pas aller jusque-là. En fait, dans le monde de la robustesse, ce qu'on va demander aux ingénieurs, ce n'est pas de développer la meilleure technologie, mais c'est de développer un ensemble de technologies différentes, toutes robustes. Le seul critère, c'est la robustesse. Et cette robustesse, elle a un autre lien, c'est qu'il ne faut pas viser l'éloignement du citoyen, il faut plutôt viser le rapprochement du citoyen. Il faut que le citoyen soit autonome techniquement. Alors quand je dis le citoyen, c'est le citoyen général, il faut être un collectif de citoyens à l'échelle d'une ville, d'une région, peut-être d'un pays, mais pas au-delà. Encore une fois, je prends l'exemple de Taïwan, si la technologie dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc il faut forcément que ce soit un minimum local, circuit court. Ben ça, voilà, c'est les nouveaux ingénieurs, en fait, ce seront des ingénieurs de la robustesse. Et à mon avis, c'est en fait ça qu'il faut dire, hein, aux ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs. Hein, vous avez vu, hein, ça, il y a de plus en plus hein, d'élèves d'ingénieurs qui désertent, en fait, qui démissionnent, parce que en fait, ils en ont ras-le-bol qu'on leur dise compétition, performance. Quoi. Eux, ils ont compris qu'on était dans le monde de la coopération et de la robustesse. Et ben, à ces ingénieurs, il faut leur dire ça, mon avis. Il faut leur dire, on a besoin de vous. On a besoin de vous, et votre métier va être beaucoup plus intéressant que les métiers d'avant. Ce sera, on va vraiment prendre la complexité du monde en compte. Quoi. Et ce sera des technologies beaucoup plus intéressantes. Et alors, je voudrais aussi dire un truc, c'est qu'on peut avoir comme ça l'impression que, surtout quand on est comme ça écolo, qu'on veut faire de la robustesse, qu'en fait on est contre la technologie. On a dit assez souvent, je préfère rectifier tout de suite. Qui est technophobe? Qui est technophobe entre la performance et la robustesse? Je pense que vous me voyez venir. C'est la performance. C'est la performance qui est technophobe. En fait, dans le monde de la performance,
quand on invente une technologie hyper performante, elle écrase les technologies plus anciennes. Ça, c'est littéralement technophobe. Et chaque nouvelle technologie éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Dans le monde de la robustesse, eh ben, on garde tout. Hein. Si une nouvelle technologie, si c'est robuste, on la garde. L'exemple typique, c'est l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est une nouvelle technologie, mais ça peut permettre de rendre des objets réparables à vie. C'est qu'on peut, si on a un objet et qu'on est capable de réimprimer toutes les pièces de cet objet, et ben c'est réparable à vie, ad vitam aeternam. Donc c'est pas complètement incompatible. On peut avoir des nouvelles technologies avec de la robustesse. Et en plus, ce qu'on vise, c'est l'autonomie technique des citoyens. Donc c'est vraiment technophile, quoi. C'est qu'en fait, on peut vraiment relier les citoyens à la technologie. Voilà, je peux quand même préciser ça. Voilà, un petit dernier exemple pour ma troisième étape sur l'inspiration, c'est dans les collectifs. Il y a beaucoup de collectifs en fait, qui font preuve de robustesse et qui développent leur robustesse. Ils ne vont peut-être pas utiliser le mot robustesse, mais finalement, c'est ce qu'ils font. Donc là, vous avez l'exemple de l'habitat participatif. Donc ça, c'est des habitats où en fait, les citoyens conçoivent, créent et gèrent leur logement. C'est qu'en fait, il y a des espaces privatifs, et puis il y a un étage pour les enfants, il y a une chambre d'amis partagée, il y a un potager partagé, et puis bon, il y a aussi des parties vraiment privatives. Alors ça, c'est des habitats très vertueux. Hein. En général, il se passe beaucoup de choses intéressantes aussi d'un point de vue culturel dans ces habitats-là. Et en plus, souvent, ça dépend sur le quartier. Hein. Donc ça, il y a beaucoup de villes qui sont très attirées par ce genre d'habitat, pour développer ce genre d'habitat, parce que c'est souvent des lieux qui apaisent les quartiers difficiles. Quoi. Souvent parce que ça diffuse. Quoi. Les habitants prennent soin du quartier. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est pas du tout performant. Hein, ça met 5 ans en général, hein, en moyenne, pour sortir un habitat. Donc, c'est pas du tout comme aller voir son agent immobilier et puis quelques mois plus tard, on a les clés. Quoi. C'est beaucoup moins performant. Mais par contre, c'est plus robuste, notamment d'un point de vue psychologique. Hein. Pendant la période de Covid, les tests psychologiques ont été faits dans les habitats participatifs. Je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais c'est comme si il ne s'était rien passé. Quoi. Parce qu'il y a un tissu social qui est très fort là-dedans. En fait, l'habitat participatif, c'est robuste de plein de façons. Hein, mais c'est, notamment parce qu'il y a ces interactions, mais aussi parce que c'est une école de la coopération. Quand on passe 5 ans à construire son logement, à discuter avec ses voisins, en fait, on apprend à discuter avec des gens qui ont d'autres traditions, qui ont d'autres cultures. On apprend à résoudre des conflits. C'est pour savoir résoudre des conflits, il faut avoir été exposé à des conflits. C'est aussi bête que ça, quoi. Ça s'apprend. Il faut vraiment pratiquer le débat contradictoire, le dialogue, etc. Ça, c'est vraiment des écoles extraordinaires de coopération. Et donc il y a des équivalents dans les écoles. Hein. On peut aussi imaginer des écoles, et ça existe déjà, hein, Freinet, Montessori, où les élèves se parlent entre eux. Où en fait la reconnaissance pour un élève, c'est pas d'avoir une note sur sa copie, c'est d'expliquer à un camarade ce qu'il a appris. Ça, c'est de la reconnaissance. Et vous savez que la reconnaissance, c'est un besoin primaire. C'est un besoin primaire. Donc, quand on va dans des écoles de la coopération, les enfants qui vont dans des écoles de la coopération, ils reçoivent de la reconnaissance tous les jours. C'est quand même autre chose. Quoi. Voilà. Ça, on apprend à coopérer et en plus, on vit quand même. C'est plus joyeux. Quoi. C'est plus joyeux. Alors du coup, en fait, ces exemples, ils montrent qu'en fait, on est en train de quitter ce monde-là. En fait, ce monde du délire performant. Et donc, on va vers autre chose. Alors, c'est pareil, c'est 3 étapes. La première étape, c'est de ne pas évacuer les maillons faibles, c'est de bien les garder, de les conserver, de les mettre en lumière, se construire sur les points faibles. Hein, voilà, le maillon faible, ce serait le petit rond avec les trous. Quand il y a un maillon faible, du coup, ça pousse aux interactions. En fait, ça donne on se dit, là, il y a un maillon faible, donc du coup, on va interagir. Et quand on interagit, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse à la coopération. On va trouver un chemin qui se construit sur le maillon faible, et pas contre lui. C'est la côte de maille, si vous voulez. C'est une côte de maille, et ça va marcher encore mieux s'il y a des maillons faibles, parce que ça va stimuler les interactions, et ça va multiplier les interactions. Donc cette robustesse-là, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental, et donc qui va probablement nous guider dans le siècle à venir. Alors c'est cet équilibre-là, c'est vraiment ça l'idée que je voudrais faire passer ce soir, c'est qu'on est en train de basculer. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est un basculement de civilisation. Moi, je trouve qu'on vit un moment exceptionnel. Parce que là, juste en 20 ans, déjà, on a vu le monde basculer. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on est en train de quitter le monde de la performance, en ce moment. Et on le voit. Là, tous les exemples que je vous ai donnés, là, vous les voyez aussi. Je ne les sors pas du chapeau, hein. Vous les voyez. Et c'est en train d'exploser de partout. C'est sous le radar, hein, parce que le monde de la performance, il est très vocal.
Les ultra performants crient très fort, hein, c'est un peu le chant du cygne, hein, si vous voulez. Ils vont très fort, c'est Mars, c'est tout ça, quoi. Mais par contre, il est là, le monde de la robustesse, il est déjà là. Et il monte très fort. Alors, c'est ma dernière partie. La dernière partie de comment. C'est quoi la dernière étape? Évidemment, c'est celle-là. Hein. C'est qu'en fait, comment on fait pour que vraiment ça bascule, quoi. Comment on fait pour monter en échelle? Comment on fait pour que la civilisation humaine, on va dire, bascule vers la robustesse? Ben, vous allez voir, c'est finalement. Alors, je ne vais pas dire que c'est simple, parce que ça, c'est compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner du fait en main. Hein, voilà, je vais juste vous donner des pistes de recherche pour, dans vos activités, dans vos associations, dans vos entreprises, dans vos collectifs, commencer à mener ce basculement. Si vous voyez, cette histoire de robustesse, ça ne m'appartient pas, hein, c'est pour tout le monde. En fait, tout le monde, c'est le domaine public. Quoi, voilà. Tout le monde peut s'en emparer, et c'est pas très compliqué comme idée, et c'est juste que c'est maintenant que ça se passe. Quoi. Et donc, voilà, j'aimerais partager quelques idées, mais du coup, on pourra discuter dans la séance des questions. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour basculer? Alors, je vais vous donner quand même quelques pistes. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup d'inversions, hein, évidemment. Donc, la première chose, ringardiser la performance. Ringardiser la performance. N'hésitez pas, quoi. En fait, on est dans un culte de la performance. On a du mal à questionner la performance. En fait, dans ce monde performant, quand on lâche la performance, on a l'impression qu'on va tout perdre. On va perdre du confort, on va perdre une reconnaissance, un statut social, je ne sais pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on gagne à lâcher la performance? Alors, avant de se poser cette question-là, il faut déjà dire à quel point la performance n'a aucun sens. Donc là, vous avez... Alors, en fait, on a vraiment des tas d'exemples. Hein. Ça, c'est le mérite d'être à la fin du monde de la performance. C'est que les ultra-performants, là, ils nous montrent vraiment leur meilleur numéro. Hein. Là, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, alors, du coup, vous avez donc, le chant du cygne, hein, voilà, donc les clowns populistes, hein, là, ça pue, hein, ils sortent là, du chapeau. Hein, voilà. Donc la Ryan Milley, Boris Johnson, et il y en a plein d'autres, hein, évidemment. En fait, c'est ça qui est... C'est vraiment le délire performant incarné, quoi. Et donc là, vous avez Ryan Milley avec sa tronçonneuse qui nous dit on va rendre des services publics plus efficaces en y allant à la tronçonneuse, quoi. Donc ce qui est ridicule, c'est pas la tronçonneuse, c'est qu'il y croit vraiment. C'est quand même bien, quoi. Vous vous occupez de Trump, il y en a plein, hein, vraiment. Voilà. Bon. Et puis pareil pour Boris Johnson avec le Brexit. Hein. Et en fait, il pense qu'il va faire ça de façon très efficace. Il pensait qu'il allait faire ça de façon très efficace sans jamais questionner la pertinence du Brexit. Bon, voilà. Donc en fait, je vous invite en fait à ringardiser la performance. C'est facile, c'est vraiment beaucoup plus facile maintenant parce qu'on a du délire. Quoi. Donc du coup, n'hésitez pas. Alors deuxième étape, plus constructive, on va dire, c'est de questionner les questions. En fait, cette invitation-là, c'est de faire passer un test de robustesse à vos questions, à nos questions. En général, dans le monde de la performance, on passe beaucoup de temps sur les réponses. On passe beaucoup de temps sur les stratégies, sur les business plans. Et c'est vraiment incroyable le temps qu'on passe dessus, quoi, sur les organigrammes et tout ça. Ben, ça, en fait, ce que ça donne les meilleures réponses aux mauvaises questions. C'est vraiment des très très bonnes réponses. Hein. Mais alors, c'est pas du tout la bonne question. Hein. Donc, en fait, ce qu'il faut faire dans le monde de la robustesse, on inverse. On passe beaucoup plus de temps sur les questions. Je vais peut-être vous donner un exemple dans le monde de la recherche, parce qu'il faut aussi que je tape dans mon camp. Hein. Dans la recherche, là, en France, hein, notamment, il y a des projets de recherche pour faire du maïs résistant à la sécheresse. Et on se dit, ah bah ouais, ça paraît plutôt une bonne question, ça, parce que la sécheresse arrive, le monde fluctuant, donc on va faire du maïs résistant à la sécheresse. Alors, le maïs, ça a besoin d'eau en juillet. C'est le moment où les grains grossissent. En juillet, en France, il ne pleut pas. Donc, il ne faut pas faire du maïs résistant à la sécheresse, il faut juste arrêter de faire pousser du maïs en France. Et on peut peut-être faire pousser des épeautres, voilà, de l'amidonnier, de l'engrais, autre chose, quoi. Et c'est incroyable, il y a encore des projets de recherche actuellement pour faire du maïs résistant à la sécheresse. Ce qui n'a aucun sens. Donc ça, c'est typiquement voilà, la meilleure réponse à la mauvaise question. Alors du coup, passer plus de temps sur les questions. Alors en fait, ça veut dire qu'il faut, par défaut, penser qu'on ne pose pas la bonne question. En général, notre cerveau fait des raccourcis et va rapidement aller vers une question. Très souvent, en fait, quand on identifie un problème, c'est qu'on a déjà trouvé la solution et on essaie de trouver le problème qui va avec. Ça, c'est un grand classique. Donc, du coup, il faut vraiment passer du temps sur les questions. Et donc, ça veut dire se forcer à ralentir son cerveau jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne question. Alors, une façon de faire, hein, c'est de présenter votre question, votre projet, à des personnes très distantes.
une ballerine, un boulanger, un trader, quelqu'un qui est vraiment d'un autre secteur. Et en fait, vous allez faire passer un test de robustesse à votre question. Une autre façon de faire, hein, c'est d'ouvrir un bon vieux dictionnaire en papier, une page au hasard. Vous mettez le doigt sur un mot, ornithorynque. Et bien, il faut que votre problème, vous le résolviez avec ce mot-là. Je vous garantis que ça va ralentir votre cerveau. Et ben, ça, il faut faire ça vraiment, il faut passer du temps sur les questions. Donc là, déjà, on a fait un test de robustesse sur la question, donc déjà, on a déjà une bonne question. Alors, ensuite, on peut penser aux outils dynamiques. Dans le monde de la performance, on adore les indicateurs de performance. C'est vraiment le royaume des indicateurs de performance, il y en a beaucoup, des indicateurs de performance. Alors le mot indicateur, toujours pareil, la sémantique et les mots, le sens des mots, indicateur, ça dit que le monde ne change pas, puisque ça indique. En fait, ça présuppose le monde stable et en fait le monde abondant en ressources. Donc dans un monde stable et abondant en ressources, les indicateurs de performance, c'est super, très bien. Dans un monde fluctuant, instable, en pénurie chronique de ressources, en fait les indicateurs de performance ne servent pas à grand-chose, quoi. Parce que le lendemain, ça peut être complètement différent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests de robustesse. Et cette fois, c'est plutôt des tests de robustesse sur le projet lui-même. C'est que vous allez construire votre projet, et puis vous faites des fluctuations virtuelles. Vous dites, l'année prochaine, le pétrole, c'est 30% plus cher. Qu'est-ce que ça change à mon projet? L'année prochaine, il y a une méga inondation à Liège. Qu'est-ce que ça change à mon projet? L'année prochaine, je perds la subvention de l'État. Qu'est-ce que ça change à mon projet? Donc des fluctuations comme ça. Et bon, vous faites comme ça des cycles, des cycles et des cycles. En fait, vous allez ajouter des marges de manœuvre à votre projet, et votre projet il va être de plus en plus robuste. Ben là, vous avez répondu à la question en fait, du monde fluctuant. Vous avez construit un projet robuste. Et vous voyez que l'indicateur de performance, il est complètement anecdotique là-dedans. On peut en avoir, il ne faut pas les suivre, c'est tout. C'est des corps. C'est des tests de robustesse qui sont importants. Une autre façon de voir les choses. Vous voyez, je vous donne un petit peu de liste, mais ce n'est pas pour prescrire, c'est juste des angles qui peuvent vous éclairer en fonction des projets que vous avez. C'est l'économie. L'économie, c'est une abstraction. Moi, je ne construirais pas une pyramide sur une abstraction. J'aimerais mieux que c'est une base physique, quoi. Alors, la vraie base physique de cette pyramide, elle n'est pas marquée là, en fait. La base physique, ce qu'il y a sous l'économie, c'est du pétrole pas cher. Et là, ça marche. Quand le monde est stable et abondant en ressources, on peut y aller, on peut aller dans la performance, aucun problème. Par contre, quand le monde est instable et en pénurie chronique de ressources, on inverse. C'est toujours pareil, on inverse. La fondation de tout projet, c'est le soin au milieu naturel. Ça, c'est la fondation de toutes les civilisations, de toutes les sociétés. Et évidemment, de tous les écosystèmes. Le soin au milieu naturel. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça crée du lien social. Les associations sont là pour le montrer d'ailleurs. Quand on prend soin des milieux naturels, ça crée du lien social. Et s'il y a du lien social, ça créera des modèles économiques. Et là, vous voyez, on a inversé la place du modèle économique. Dans le monde de la performance, l'économie, c'est la contrainte d'entrée. Dans le monde de la robustesse, l'économie, c'est le produit de sortie. Et là, l'économie est à sa place. Parce que sinon, on met le social dans l'économie. Ça, c'est vraiment pas une très bonne idée. Il faut mettre l'économie dans le social. Évidemment. Je vais terminer avec la posture du décideur. Parce qu'évidemment, on a besoin de décideurs, que ce soit dans le monde de la performance ou dans le monde de la robustesse, mais leur posture est différente. Dans le monde de la performance, le décideur, c'est un meneur au service du pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui est dans le contrôle et dans la prédation. Je vous le dis de façon un peu brutale, mais on est entre nous. Contrôle la prédation. Quelqu'un qui stérilise, quoi. Alors ça, encore une fois, ça marche très bien. Dans un monde stable et abondant en ressources, on peut se permettre de prendre un morceau de territoire, parce qu'il y en a plein ailleurs, ça. Il n'y a aucun problème, on peut y aller. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas trop de problème. Dans le monde de la robustesse, dans un monde qui est instable et en pénurie chronique de ressources, le meneur, il bascule d'une posture de... le décideur n'est plus un meneur, c'est un facilitateur au service de la puissance. Donc la puissance, c'est le contraire du pouvoir. La puissance, c'est quand en fait on va stimuler, on va mettre en interaction les initiatives locales pour que ça émerge, pour que ça se déploie,
pour que ça se propage, même quand le décideur n'est pas là. C'est ça, la puissance. Ça se propage. Les écosystèmes sont puissants. Hein. Voilà, vous avez vu, ça se propage. Ben, ça, oui, c'est deux mondes contraires. Hein. C'est que, je vais vous le dire, hein, le pouvoir rend impuissant. Le pouvoir rend impuissant. Quand on prend le pouvoir, quand on décide de prendre le pouvoir, ça veut dire qu'on stérilise les initiatives locales. Et donc, il faut faire de la puissance pour que ça puisse se propager. Quoi. Ça, c'est le monde robuste. Donc, vous voyez, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à raconter du monde de la performance. Hein. Le monde de la robustesse, c'est beaucoup plus joyeux quand même. Hein. Ça se propage, c'est au niveau des interactions. Et donc, vous voyez, alors, je vais plus ou moins m'arrêter là. Ce que je voulais dire quand même avec cette histoire du monde de la robustesse, vous voyez, c'est que c'est une réponse pragmatique à un monde qui devient fluctuant. C'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Et c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété. C'est-à-dire que quand on voit ce monde robuste qui vient, franchement, moi, il me donne envie, quoi. J'ai envie d'y aller, quoi. En fait, et on y est déjà. Il est là. Il est juste là. Et le monde performant qui est en train de délirer, il est là, mais il est en train d'exploser en vol. Donc, en fait, c'est en train de venir. Ça, c'est quand même assez joyeux, quoi. Et donc, en fait, c'est cette histoire de robustesse, donc c'est à la fois ce principe pragmatique, mais c'est aussi une question d'éducation. Hein. Vous savez, on dit souvent quelle planète allons-nous laisser aux générations futures? Il faut aussi se poser la question inverse. Hein. Là aussi, il faut inverser. Hein. Quelle génération future allons-nous laisser à la planète? Pour moi, ce seront les générations de la robustesse. En fait, les générations futures, hein, les jeunes là, qui sont là, c'est la première génération qui aura la légitimité et le pouvoir d'inventer ce monde-là. Et ça va se faire de façon synchrone. C'est la première fois que ça arrive dans le monde. Que une génération mondiale est en train de faire basculer toute une civilisation. Donc ça, c'est quand même un moment incroyable de l'humanité. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez creuser, il y a de la lecture, comme ça a déjà été indiqué. Alors, il y a des... Bon, je vais faire un petit tour. L'antidote de la performance à plus, c'est un court texte d'intervention. J'ai vraiment écrit justement pour transformer, pour partager. La troisième voie, c'est vraiment pour creuser le sujet en profondeur, à la fois sur le biologique et social. De l'incohérence, c'est plutôt sur la polarisation sociale. Et la santé commune, c'est plutôt une méthode. C'est une méthode voilà, que je vais vous citer un petit peu sur les tests de fluctuation pour construire la robustesse. Et vous pouvez le trouver aussi sur YouTube, TEDx, il y a un MOOC, Sator, il y a des ressources que vous pouvez trouver en ligne aussi. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter. Merci.